Le 3 décembre 1985 sort dans le Weekly Shonen Jump le premier chapitre de Senseiya. Rapidement, on y découvre Seiya le chevalier Pégase, Shiryu du dragon, Yoga du cygne et Shun d'Andromède. On comprend assez vite le principe d'avoir des héros aux armures inspirées des constellations. Et après un arc autour des chevaliers noirs et des chevaliers d'argent, on découvre l'arc de toute une vie, le sanctuaire avec ses 12 maisons à traverser, et les personnages les plus emblématiques, les chevaliers d'or. Et depuis, il y a une question qui se pose, à savoir, quel chevalier est le plus fort? Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question. Alors, petit disclaimer histoire de clarifier quelques points. Le classement ici va être purement ludique. Comme le dit la célèbre tirade de Stan Lee, lors d'un affrontement, le vainqueur c'est celui que l'auteur décide. Donc si votre chevalier préféré n'est pas top 1, c'est pas grave, parce que dans une situation donnée, il pourra battre le premier du classement. D'ailleurs, disclaimer du disclaimer pour mettre un terme à un débat qu'on voit bien souvent. Si vous considérez que votre chouchou ne peut pas être vaincu par un personnage, c'est qu'il est terriblement mal écrit. Et second point que je vais imposer, on ne va ici se pencher que sur le manga de base. Pourquoi ça? Eh bien parce que entre les suites officielles, les non canoniques, les spin-offs et les fanfictions que j'écrivais quand j'avais 15 ans, il est très facile de trouver une faille quelque part. D'autant plus qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle œuvre qui apporterait de nouveaux éléments et qui ferait capoter n'importe quel classement. Par exemple, si on fait un classement des guerriers Z, il y a de fortes chances pour que Yamcha soit tout en bas. Mais si demain il y a un nouveau chapitre qui sort et qui lui offre un power-up qui le rend plus fort que Goku et Vegeta réunis, ça s'appelle Gogeta. Eh bien, il y a de fortes chances pour qu'il soit très haut dans le classement. Donc on va se limiter aux 28 tomes et à ce qui est dit dedans. Et un peu le Senseiya Taizen. Bien, il reste un dernier critère à définir, à savoir sur quoi on se base. Parce que c'est bien gentil de dire que l'un est plus fort que l'autre, mais par rapport à quoi? À leur niveau à la marelle? Bon, on va se mettre d'accord sur un point, niveau force, ils sont un peu tous pareils. En guise d'exemple, on a un Aiolia du Lion qui, revenant confronter le grand peuple, se retrouve face à chacun de la Vierge, et au moment de leur affrontement, ils se mettent dans la position d'un combat de 1000 jours, ce qui n'arrive que si les deux chevaliers ont un cosmos plus ou moins égal. Et vu qu'en plus c'est difficilement quantifiable, ce serait compliqué de faire un classement sur seulement ce critère. Donc à la place, on va se baser sur la seule chose qui les différencie, leurs attaques. Et pour préciser, on va prendre leurs attaques officielles, pas les pouvoirs chelous à base de « je soigne avec mon cosmos ». On va donc juger ce qu'elles font, comment elles fonctionnent, leurs forces et leurs faiblesses pour voir qui est-ce qui va gagner ce Death Battle. Mauvaise émission. Donc on est parti pour un top 12. Et pourquoi un top 12? Sérieux, il faut que je l'explique. On commence par le plus faible d'entre tous, le Sagittaire. Ah ouais, donc toi t'as directement envie de te faire insulter. Alors, il y a une bonne raison au fait qu'il soit tout en dessous. Aiolos est né en Grèce où il s'est entraîné pour devenir chevalier d'or du Sagittaire, mais pressenti pour être également le prochain grand pop. Seul problème, l'ancien grand pop a été trahi et tué par Saga qui a voulu s'en prendre à Athéna dans la foulée. Donc notre Aiolos de seulement 14 ans, oui dans cet extrait il a 14 ans, ces deux personnages ont un an de différence. Non, on va affronter Saga, sauver la déesse et mourir. Et c'est là le problème du personnage. Au moment du manga, il est mort, donc c'est difficile de voir ses techniques. De ce qu'on sait, la seule qui est montrée dans le manga, c'est sa capacité à tirer une flèche. Et si je dis une flèche, c'est parce qu'il en a pas deux. Un coup, fini. Now, Hawkeye, it's time to do your thing. I'm out of arrows. Et c'est même pas le pire, sa flèche elle est tirée plusieurs fois dans le manga, et elle n'arrive même pas à tuer en un coup. Alors ok, elle est tirée par un chevalier de bronze, donc éventuellement son cosmos n'est pas aussi puissant, mais la flèche ne tue pas un chevalier de bronze. En réalité, sa seule efficacité, c'est contre les murs. Arc du sanctuaire pète un mur. Arc Poséidon enlève juste le casque. Arc Hadès pète le mur des lamentations. Contre du parpaing, c'est utile, mais contre un autre chevalier, pire attaque possible. Alors, il y a bien d'autres attaques qui arriveront plus tard, mais comme on l'a dit en préambule, on prend que le manga de base. Numéro 11, le Scorpion. Ah ouais, donc la première vague de pouce rouge t'a pas suffi, toi. Oui, bah c'est pas ma faute si le gars a juste une attaque qui ne peut pas fonctionner dans le lore de Senseiya. Milo du Scorpion est également né en Grèce où il a suivi son entraînement, ironiquement, sur l'île de Milo. C'est l'île où il y a la partie de Fortnite dans Assassin's Creed Odyssey. C'est un guerrier fier, parfois un peu présomptueux, il ne veut par exemple pas s'abaisser à affronter des chevaliers de bronze. Et pourtant, il ferait mieux de s'en contenter, parce que face aux chevaliers d'or,
il fait pas vraiment le poids. La grosse faiblesse de Milos, c'est qu'il n'a qu'une seule attaque, l'aiguille écarlate, une technique qui attaque directement le système nerveux, un peu à l'image de la queue du scorpion, et qui, comme beaucoup d'attaques de chevalier, va faire perdre petit à petit les 5 sens. Au final, il ne reste qu'un choix à son adversaire, à savoir la capitulation ou la mort. Le souci de l'attaque, c'est qu'il lui faut 15 coups pour tuer, donc déjà ça en fait une technique de sadique, mais en plus ça enfreint une des règles des chevaliers du zodiaque. A savoir qu'une même attaque ne peut pas fonctionner sur un même chevalier, donc comment espérer qu'Antares, le nom du 15e coup, soit porté, quand l'attaque est devenue inutile à partir de la piqûre de rappel? Pas très efficace non plus. Il y a aussi sa technique de restriction censée paralyser son ennemi, mais Yoga s'en débarrasse en la gelant. Pas tellement efficace. Numéro 10, le taureau. Ben voilà, là on revient à un classement un peu plus logique. Ouais, alors je suis pas sûr que ce né en avril-mai apprécie. Aldébaran est né au Brésil, où il a d'ailleurs suivi son entraînement pour devenir chevalier. S'il y a une chose que l'on peut dire sur celui que l'on surnomme le taureau d'or, c'est qu'il est grand et qu'il est fort. Autant dire que si le manga s'était appelé Over the Top, il aurait été tout en haut, mais il s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque, et donc il est tout en bas. Comme ses prédécesseurs, il n'a qu'une seule attaque, ce qui par définition le rend moins efficace. Son attaque, c'est Grid Orb, un coup semblable aux techniques d'Iado. L'Iado est un art martial qui se focalise principalement sur le dégainement du sabre. Le sabre est dans le fourreau, on le sort et porte un coup dans la foulée. Le tout à la vitesse de la lumière dans le cas d'Aldébaran, ce qui fait qu'on ne voit pas le coup porté. En l'occurrence, il n'a pas de sabre, donc il le fait avec les bras croisés. Ce qui est juste pour le style parce que son attaque est pas moins efficace s'il n'a pas les bras croisés. D'ailleurs, suivant l'écart de ses bras, l'attaque est plus ou moins puissante. Contre Seiya, c'est une attaque normale, mais contre Niobe, son attaque est 2 fois plus puissante. Après, Aldébaran, son gros défaut, il est bien plus narratif. Bien souvent, il est le premier vrai adversaire d'un nouvel ennemi. Et donc, pour montrer leur puissance, il se fait bien souvent battre d'un coup. Mais on est juste là pour juger les attaques. En fait, sa technique, c'est juste de la force brute. Une bonne grosse patate de forain qui envoie ses opposants au mieux détruire des murs façon flèche du Sagittaire, et au pire les fait exploser. Donc pas vraiment une mauvaise technique, c'est juste que c'est la seule et que les suivants en ont des plus efficaces. Ce qui est le cas du numéro 9, le lion. C'est moi où il a toujours pas cité les deux qu'on met habituellement en bas du classement. Normal. Aiolia du lion est le petit frère d'Aiolos du Sagittaire, d'où la similarité dans leur nom. Et donc il a également été entraîné au sanctuaire parce que ça ne se fait pas de séparer les frangins. Va dire ça à Shun et Iki qu'on rigole. Ce qu'on peut dire sur notre chevalier, c'est qu'il est celui avec le cœur le plus pur, même s'il a prêté allégeance au méchant grand pop. En réalité, c'est surtout pour laver son honneur. Son frère ayant été qualifié de traître, il a juré allégeance au grand pop sans trop poser de questions. Cependant, lors de sa rencontre avec Saori Kido, il ne lui faudra pas longtemps pour reconnaître en elle la réincarnation d'Athéna. Enfin, juste le temps de foutre 2-3 claques à Seyar quand même, et de là lui prêter à son tour allégeance, se rangeant du côté des chevaliers de bronze, avant de finir hypnotisé par le grand peuple afin qu'il soit de nouveau dans son camp. Dans mon jargon, on appelle ça « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ». Bon, maintenant, qu'en est-il de ses attaques? Eh bien déjà, il en possède 2, ce qui le rend doublement plus efficace que ses prédécesseurs. Mais c'est pas pour autant que ce sont des techniques de fou. Dans un premier temps, le Lightning Bolt est un coup de poing extrêmement rapide allant, comme son nom l'indique, à la vitesse de la foudre. Donc c'est un peu comme le coup d'Aldébaran, mais en misant plus sur la vitesse que sur la force. Mais qu'en est-il de son autre technique, Lightning Plasma? Eh bien c'est un coup encore plus rapide. C'est même tellement rapide qu'à la place d'envoyer un seul et unique coup, il en envoie plusieurs à la vitesse de la lumière. Combien? Des millions. Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Bon, on va prendre 2 secondes pour calculer combien de millions. Mettons que son adversaire est à 2 mètres. Un coup de poing, c'est en moyenne 14 mètres par seconde. Donc il lui faudra 14 centièmes de seconde pour porter le coup. À la vitesse de la lumière, ça lui prend 6 nanosecondes. Ce qui veut dire que sur le même laps de temps, il pourra emporter 21 millions. Ce qui est un bon exemple du fait qu'il ne faut jamais prendre au pied de la lettre les données que mettent les auteurs dans leurs œuvres. Parce qu'on arrive vite à du gros n'importe quoi. Mais alors, où est le problème? Parce qu'on vient quand même de prouver que le lion, c'était pas un petit matou. Eh bien, le souci, c'est justement la vitesse. Ça semble beaucoup, 21 millions, et ça semble rapide, la vitesse de la lumière, sauf que tous les chevaliers d'or sont capables d'aller à la vitesse de la lumière. C'est le principe de base. Chevalier de bronze, vitesse du son. Chevalier d'or, vitesse de la lumière. D'ailleurs, Seiya arrive à voir l'attaque en faisant monter son cosmos, donc son bonus de vitesse, il est annulé. Il donne juste des coups de poing. Bon, on va quitter ce que je vais appeler le lot tiers pour aller voir les chevaliers un peu plus efficaces. Avec le numéro 8, les poissons. Ah ben enfin un chevalier que personne n'aime.
Aphrodite des Poissons est un chevalier suédois ayant suivi son entraînement au Groenland, ce qui ne devait pas être pratique au vu de ses techniques. Mais avant ça, c'est surtout un chevalier qui se différencie pas mal de ses congénères. Alors, il est bien pour la justice, mais pour lui, la justice, c'est celle qui impose le plus fort. En gros, la veuve et l'orphelin, ils s'en bat les arêtes. Mais oui, le grand peuple, il a beau être méchant, n'empêche que depuis qu'il est au pouvoir, c'est la paix dans le sanctuaire. Donc au final, il est pas si mal. Bon, tout ça c'est bien joli, mais niveau technique, ça donne quoi? Eh bien, toutes ces attaques sont liées à l'univers de la mer, étant capable de déclencher des torrents d'eau afin de noyer ses adversaires. Et en fait, non. Il se bat avec des roses. Ça peut sembler con, mais en vrai, non. La constellation des poissons, elle vient d'un des mythes d'Aphrodite, d'où le nom du personnage. Et l'un des symboles d'Aphrodite, c'est... la colombe. La rose. Ah ouais, maintenant que tu le dis, c'est une meilleure réponse. Et donc, Aphrodite possède des techniques toutes liées à ses fleurs, dont la plus puissante, la rose piranha. Une rose blanche qui, si elle touche sa cible, la vide de son sang, devenant petit à petit rouge. Pour la faire simple, elle vous touche au cœur, vous êtes mort. Ouais, enfin, il y a quand même une armure d'or dans le chemin, et on n'est pas sûr qu'elle est capable de la traverser. Certes, mais pour ça, il y a sa seconde attaque, les roses piranha. Des roses noires qui ont la particularité de tout détruire. Alors, on n'a certes jamais vu d'efficacité face à une armure d'or, mais il est bien dit dans les différentes documentations que ça réduit absolument tout ensemble. Donc le fait qu'il porte une armure d'or en face, on s'en cogne. Ouais, après il faut être sûr que l'attaque puisse toucher l'adversaire. On vient d'expliquer qu'il se déplaçait à la vitesse de la lumière. Exactement, c'est pour ça qu'il y a la troisième technique, les roses démoniaques, qui, elles, sont rouges. Alors, ce n'est pas une attaque à proprement parler, dans le sens où elles ne font pas de dégâts, mais en revanche, elles dégagent un parfum qui lui a la particularité d'altérer les 5 sens. D'ailleurs, Aphrodite peut simplement créer à partir de roses comme piège ultime pour ses adversaires. En résumé, la première immobilise, la deuxième détruit, la troisième tue. Un combo parfait, et pourtant, il reste du monde derrière. Numéro 7, Verseau. Parce que oui, les roses, c'est mignon, mais les roses, il y a un truc auquel ça ne résiste pas. Le froid. Ce qui nous amène à Camus du Verseau, chevalier français entraîné en Sibérie comme son élève. C'est un chevalier qui a une tendance à rester de glace, et je ne dis pas ça pour le jeu de mots. Pour lui, un chevalier, c'est quelqu'un qui doit faire abstraction de ses sentiments pour être le plus efficace possible. Alors, niveau technique, c'est assez simple, elles ont tout un lien avec la glace. On va laisser de côté la technique de base qui est la poussière de diamant, qu'il connaît principalement parce que sinon ce serait incohérent avec son disciple. En dehors de ça, il a deux autres capacités, l'exécution de l'aurore et le cercueil de glace. Ce sont deux attaques qui n'ont en réalité qu'une seule fonction chacune, mais qui sont très puissantes. La première permet d'atteindre le zéro absolu, à savoir la température où tout se retrouve à l'état de glaçon. Donc pour les roses, ça empêche leur parfum de se répandre, et pour les autres, ça les fait mourir de froid. La seconde, elle est un peu plus difficile à utiliser, l'adversaire devant être immobile pour que la technique l'atteigne. Mais vu qu'il frappe d'une aire glaciaire juste avant, ça devrait bien se passer. Le cercueil de glace est, comme son nom l'indique, un cercueil de glace. C'est bien parce que vous n'allez pas mourir, mais d'un autre côté, c'est mal parce que vous finissez comme Hibernatus. En réalité, il n'y a à l'heure actuelle que deux façons connues de sortir de cercueil. La première est de faire un froid aussi intense que cette bière fraîche, soit avec notre prochain chevalier, numéro 6, la balance. Doko de la balance, c'est un peu particulier, parce que ce chevalier chinois a atteint l'âge vénérable de 243 ans. Il est bien conservé, le papy. Cet âge, il a pu atteindre grâce à une technique, le Misopétamenos, une technique qui permet à son cœur de ne battre que 100 000 fois par an, soit l'équivalent d'un jour. Il n'a donc pas 243 ans, mais 18 ans, âge auquel il a reçu ce don, et 225 jours. Ce qui en fait que c'est le chevalier le plus respecté et le plus sage, mais qui n'a quand même rien fait pour empêcher Saga de monter sur le trône. Alors, d'aucuns diront que c'est parce qu'il surveillait les spectres d'Hadès qui allaient bientôt se réveiller. Moi, je trouve qu'il a quand même eu pas mal d'occasions, ne serait-ce que de leur en toucher un mot. Niveau technique, il en a qu'une seule dans le manga, et on y reviendra un peu plus tard. C'est sans doute le chevalier qui était le plus difficile à placer, vu qu'il est moins fort que d'autres chevaliers plus hauts, mais plus fort que d'autres chevaliers encore plus hauts. Bref, c'est le bordel. Mais au-delà de sa technique, il est surtout le gardien des 12 armes du zodiaque, à savoir bouclier, lance, bâton, tonfa, nunchaku et épée, le tout allant par paire. Alors certes, ça fait des armes extérieures à son cosmos, tout comme le Sagittaire qui se retrouve en bas du classement. Remue pas le couteau dans la plaie, je suis sûr qu'il y en a qui s'en sont toujours parmi. Mais déjà, ces armes, il les garde en main, donc c'est pas du one-shot, mais en plus, il en a 12. Mais surtout, s'il est aussi haut dans le classement, c'est parce que ces armes sont capables de briser le cercueil de glace. Ce qui veut dire que quelque part, l'armure est plus faible que le Verseau, mais les armes sont plus fortes.
Vous comprenez pourquoi ça a été un bordel à le placer? Numéro 5, Capricorne. Shura du Capricorne est en cas lui né en Espagne avec un entraînement aux Pyrénées. À l'instar du poisson dont on vient de parler, c'est également un chevalier qui estime que le mal peut devenir la justice pour autant qu'on l'applique avec suffisamment de force. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fidèle au grand peuple et qu'accessoirement il a tué le chevalier du Sagittaire qui n'a rien pu faire contre ses attaques, comme le Jumping Stone, une attaque qui renverse la force de l'adversaire en l'envoyant sur les roses. Enfin, pas celle d'Aphrodite. Vous avez compris. Alors oui, cette technique à elle seule lui permet d'avoir le dessus sur ses congénères qui utilisent des attaques physiques, mais c'est surtout l'autre technique qui va le mettre aussi haut dans le classement. En effet, avec chacun de ses membres, Shura peut utiliser Excalibur. Oui, Excalibur, l'épée du roi Arthur. Le lien entre les deux est toujours plutôt nébuleux. Soit l'épée venant d'un lac et le Capricorne étant qu'une créature marine, ça fait lien. Soit, et là c'est beaucoup plus tiré par les cheveux, Excalibur en gallois se prononce Caledwurl, ce qui veut dire Durentaille, ce qui aurait donné le nom de Durandal, l'épée de Roland. L'idée est alléchante, surtout que Durandal se trouve dans les Pyrénées, mais du coup, pourquoi pas avoir directement utilisé le nom de Durandal? Bref, Excalibur, la technique de Shura, a la capacité de tout couper, sans qu'on ait réellement d'exemple qui puisse résister à ses entailles, à part éventuellement le mur de cristal. On va y revenir. On a là une technique qui est semblable à celle d'Aphrodite, sauf que là, ça détruit absolument tout. Ça détruit même le sol. Donc ça nous coupe les roses sous le pied, ça nous transforme les cercueils en glaçons et les arbres de la balance en billettes. Numéro 4, le cancer. Ah, troisième vague de pouces rouges. Oui, bah c'est pas ma faute, c'est l'une des attaques les plus imparables qu'il existe. La seule raison pour laquelle il est nul dans le manga, c'est parce que le scénario n'a pas voulu de lui. Ok, je te crois, mais tu peux développer? Le chevalier du cancer répond d'où nom de masque de mort. Et là, deux cas possibles. Soit c'est son vrai nom, et donc il n'était pas désiré, soit c'est un pseudo, et dans ce cas-là, d'où tu lui files une armure. D'ailleurs, ça devrait beaucoup plus être Maschera Mostruaria, le chevalier étant italien avec un entraînement en Sicile. On va pas y aller par quatre chemins, c'est sans doute le chevalier le plus taré d'entre tous. Si on faisait un classement des plus psychopathes, c'est clairement lui qui gagne. On a déjà parlé de son nom, mais en plus, il est au courant de la nature belliqueuse du grand peuple, mais n'en a rien à cirer. En fait, il juge que pour atteindre son objectif, quelques sacrifices sont nécessaires, et ce, quel que soit l'objectif en question. Le type, si son objectif du jour c'est d'aller chercher à bouffer, il va trouver normal d'aller buter le cuistot dans le processus. Quand j'aurai fini de manger, je payerai l'addition. J'irai droit aux cuisines et je tuerai le cuisinier. Mais en plus, il a son délire d'arracher le visage de ses victimes pour en faire un magnifique papier peint. Psychopathe, on a dit. Alors, niveau attaque, il en a qu'une seule, mais faut voir la tronche de la technique. Les cercles d'Hadès permettent à Masque de Mort d'envoyer l'âme de son adversaire en enfer. Pour être exact, au Yobotsu Hirashaka, l'antichambre de l'enfer. Mais bon, voilà, le type balance ton âme en enfer, sans avoir besoin de te toucher. Je sais pas à quel moment on peut imaginer que quelqu'un s'en sorte. Alors oui, Shiryu en revient, mais avec l'aide d'Athéna. Alors il y a bien moyen de se sortir de l'attaque, sinon il serait premier. On va donc passer au numéro 3, les Gémeaux. On va faire très simple, pour les trois derniers chevaliers, leur place au-dessus du cancer tient en un point qu'on va expulser directement. La technique de masque de mort, elle est puissante, sauf face aux chevaliers qui peuvent se balader d'un bout à l'autre de l'univers. Saga des Gémeaux, c'est un peu le faux grand méchant de l'histoire. C'est lui qui, il y a 13 ans, a tué le grand peuple pour prendre sa place, disparaissant par la même occasion. Ce qui veut dire que pendant 13 ans, il n'y a pas eu de chevalier des Gémeaux, et personne n'a trouvé étrange de ne pas vouloir le remplacer. Maintenant, ce chevalier issu de Grèce et aussi d'entraîner au sanctuaire n'est pas vraiment méchant. Il est en réalité victime d'un faux dédoublement de personnalité, faisant qu'il y a un Saga gentil et un Saga méchant, les deux à l'extrême. Et si je dis faux dédoublement de personnalité, c'est parce qu'à la fin de l'arc sanctuaire dans le manga, on a ce truc qui s'échappe. Et si on utilise le terme de truc, c'est pas pour une figure de style, c'est juste que 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas. Les deux théories principales, c'est que c'est soit son âme maléfique qui l'a quitté, ne laissant que la bonne partie, soit qu'il s'agissait d'une entité qui le contrôlait dans l'ombre, le meilleur candidat étant Hadès. Voire Arès, mais on a dit qu'on prenait pas en compte les spin-offs. Et je vais pas me lancer dans le débat, parce que personne se met d'accord, Kurumada n'a jamais donné une réponse franche, et je trouve que les deux théories ont autant d'intérêt que de défauts. Donc je vous laisse à vos avis, vous pouvez en discuter en commentaire si vous voulez, et oui, vous pouvez donner comme réponse que c'est Ker en réalité. Et pour en revenir à ses attaques, on reste dans le classique. Une autre dimension lui permet d'envoyer ses adversaires loin dans l'espace, ou juste à quelques pâtés de maison si vous avez du bol.
Et je pense que c'est la même technique qui lui permet de tordre la réalité pour créer des illusions. Le Genro Maoken, une attaque psychique qui peut contrôler son adversaire, mais qui semble moyennement efficace quand le dit adversaire possède lui aussi des pouvoirs psychiques, comme c'est le cas avec Iki. Et enfin, la Galaxian Explosion, et je pense que le nom est assez explicite. L'explosion d'une galaxie dans la tronche. Donc comme dit, pas les attaques les plus incroyables, mais surtout des attaques qui peuvent être contrées, notamment par le numéro 2, le bélier. Mudu Bélier est un chevalier tibétain entraîné à Jamir, un lieu imaginaire de l'Himalaya et sans doute l'un des chevaliers les plus mystérieux. On dit d'ailleurs de lui qu'il n'a pas vraiment son égal en termes de technique, c'est un chevalier relativement sage et qui, sentant que le grand peuple était pétri de mauvaises intentions, a préféré déserter son poste de premier gardien du sanctuaire. Une place qui est, quand on y pense, un peu ridicule, parce que son autre fonction dans la chevalerie, c'est de réparer les armures. Pour ceux qui ne voient pas où est le problème, en cas de conflit, mettre les médecins en première ligne, c'est pas la meilleure idée. Et niveau attaque, là c'est un florilège, c'est celui jusqu'à présent qui en a le plus, alors que c'est celui qui se bat le moins. Bon, on va laisser de côté toutes ces techniques de psychokinésie qui lui permettent de se battre à coups de pilier, ou encore les fois où il s'est téléporté avec d'autres, pour se concentrer sur ses vraies attaques avec Starlight Extinction. Et comme pour la dernière attaque qu'on a vue, le nom résume assez bien ce que ça fait. Dans un premier temps, on enveloppe l'adversaire dans une douce lumière d'étoiles que l'on éteint l'adversaire avec. Une technique qui est assez inévitable selon ses propres dires. Vient ensuite la Stardust Révolution. La dernière fois, on détruisait des galaxies. Ici, on va en créer une dans la paume de la main, prendre tous les météores qui s'y trouvent et les balancer à la tronche de l'adversaire. Oui, c'est assez violent. Je rappelle que le bas du classement, c'est un type avec une flèche. Mais ce n'est même pas avec ces techniques qu'il se trouve aussi haut dans le classement, parce que de l'autre côté, il a le Crystal Wall et le Crystal Net. Oui, je mets les deux ensemble. Les techniques, elles sont assez simples. Le Crystal Net peut immobiliser son adversaire. Dans sa seule utilisation connue, ça prend la forme d'une toile d'araignée, mais c'était contre un papillon. Et il n'y a pas vraiment de lien entre toile d'araignée et bélier. Donc ça peut sans doute prendre la forme qu'il désire pour contrer son adversaire. De l'autre côté, le Crystal Wall, c'est un mur de cristal, impénétrable et qui peut renvoyer n'importe quelle attaque, à l'exception des 100 dragons de Rosade, la technique de la balance. J'avais dit qu'il était compliqué à placer celui-là. Alors, en vrai, la technique est surtout une technique d'endurance, et il peut se briser avec des attaques répétées, donc il y a un monde où le lion est aussi capable de le casser. Et peut-être aussi le Sagittaire, vu que sa flèche ne semble fonctionner que contre les murs. Ce qui nous amène au dernier chevalier, numéro 1, la Vierge. Chacun de la Vierge, on le surnomme l'homme le plus proche de Dieu. Est-ce que c'est pas suffisant? Le gars se considère comme la réincarnation de Bouddha, qui est un avatar de Vishnu, ce qui tombe bien puisqu'il est né et s'est entraîné en Inde. Il se considère aussi comme étant extrêmement sage et d'une pureté sans égale, ainsi qu'une certaine maturité dans son enfance. Bon, il n'est pas non plus parfait vu qu'il se fait berner par le grand peuple. Alors s'il est aussi haut dans le classement, c'est entre autres parce qu'il a fallu 3 chevaliers d'or pour en venir à bout. Et tu peux directement effacer ton commentaire sur Iki, il n'a pas perdu contre lui. Déjà, les deux ont disparu dans l'attaque, mais en plus, Mu précise bien qu'il aurait pu revenir quand il le souhaitait, de là où il était. Et niveau technique, c'est la fête à la saucisse, il en a plus que tous les autres chevaliers, donc on va faire ça vite. Tempo Ridhin, qui lui permet de chasser les doutes de son esprit, donc d'augmenter son cosmos. Oui, il n'était pas déjà assez fort comme ça. Homme, qui lui permet de faire exploser son cosmos, pas dans la démesure du tout, ce qui amène au Temma Kofuku, qui projette juste tout le cosmos qu'il vient d'accumuler dans une attaque dévastatrice. Kan, sa technique de défense qui le protège d'à peu près tout. Les 6 mondes de la métampsychose qui attaquent directement l'âme de son adversaire, le tout en le faisant passer dans les 6 mondes en question, que sont l'enfer, le monde des fantômes affamés, le monde des bêtes, le monde des Shura, pas celui-là, ceux-là, le monde des humains et le monde céleste. Ce qui nous amène au trésor du ciel, l'attaque pour laquelle il est aussi haut dans le classement. Par où commencer? Cette technique déjà, elle fonctionne en se privant volontairement d'un sens, ce qui lui permet de maintenir son cosmos élevé. Ce qui a donné une fausse croyance autour de cette technique, celle qu'un chevalier qui a moins de sens devient plus fort dû au fait que Iki s'est laissé supprimer ses sens pour pouvoir le battre. Mais c'est pas exactement ce qui se passe. Alors oui, il atteint bien le 7ème sens après avoir subi l'attaque, mais il l'a pendant environ 14 secondes avant de porter une attaque kamikaze. La difficulté, c'est pas d'augmenter son cosmos en ayant un sens en moins, c'est de pouvoir le maintenir. D'ailleurs, il manque d'essence à d'autres chevaliers d'or, et pourtant leur cosmos n'augmente pas, que ce soit Shiryu ou les chevaliers d'or renégats durant Hades. Preuve que ce n'est pas aussi simple.
Pour l'attaque en elle-même, eh bien c'est juste la technique ultime qui allie attaque et défense. Une fois dans le trésor du ciel, l'adversaire ne peut plus s'enfuir, plus se protéger, plus contre-attaquer, il subit la perte de ses sens petit à petit jusqu'à finir en légumes. Et il a même pas besoin de vous toucher, il dit « Trésor du ciel » et là, soit vous avez perdu, soit vous devez vous sacrifier, soit vous êtes 3 chevaliers d'or et chacun a la volonté de mourir. Parce que oui, dans Hades, il cherche à mourir. Et la seule façon de le tuer, c'est l'attaque combinée et interdite de 3 chevaliers d'or. Et voilà le classement des chevaliers via leur technique. Alors je suis sûr qu'il va y avoir un paquet de personnes qui vont pas être d'accord, et vous avez parfaitement le droit. Je vous laisse dire dans les commentaires qui est pour vous le plus fort des chevaliers d'or. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker, pour vous servir.